Nous sommes prêts à commencer. Je suis Lily Barcolo et je suis ici au Nouveau-Brunswick et je suis heureuse de coordonner ce webinaire. Nous avons aujourd'hui notre dernière présentation sur la propagation des espèces et commençant aussi comme introduction, ensuite pour passer avec, si vous avez des questions, vous pourrez les poser à la fin. Nos forêts. Cette session aujourd'hui, c'est promouvoir la biodiversité, propagation d'arbres et d'arbristes indigènes. Donc, on va commencer avec une petite introduction à nous-mêmes, au RNB, et avec les infos pour la webinaire aujourd'hui, puis notre présentation de Gary Snyder, et à la fin, le temps pour des questions. We have simultaneous interpretation from English. Nous avons interprétation simultanée en français, anglais-français. Si vous voulez entendre le tout en anglais, vous pouvez cliquer sur le globe au bas de votre écran et choisissez English. Mais La présentation, les questions aujourd'hui en français, vous devez cliquer sur le bouton d'interprétation à bas à droite et sélectionner French pour écouter toute la présentation d'aujourd'hui en français. To start today, pour commencer aujourd'hui, avant cette présentation, je vais prendre le temps de reconnaître, dans un esprit de réconciliation, que le réseau environnemental du Nouveau-Brunswick reconnaît que son travail se déroule sur les terres non cédées, non abandonnées et volées des Micmacs, des Wajostakiek et des Pescotamiukiak. La Confédération Wabanaki et ses terres natales sont couvertes par les traités historiques de paix et d'amitié qui ont été élaborés et signés conjointement par la Confédération ménakise et la couronne britannique au 18e siècle. Ces traités ne portaient pas sur la cession de terres, d'eau ou de ressources. En fait, ils reconnaissaient le titre Wabanaki et établissaient des règles pour ce qui allait être une relation permanente entre les nations. Le RNNB respecte les nations autochtones de la Confédération Wabanaki qui occupent ces terres depuis plus de 12 000 ans, hier, aujourd'hui et demain. Et nous sommes, comme organisation, nous tenons responsables d'inclure les Premières Nations dans toutes nos décisions. Ceci étant dit, je vais maintenant vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, Gary Snyder, est cofondateur de l'Organisation d'éducation des droits Environmental Coalition of PEI. Et en 1991, il a lancé le McPhail Woods Ecological Forestry Project qui se consacre à la restaurer la propagation de la flore indigène de la province. Depuis plus de 40 ans, la mission de McPhail Woods est de restaurer les habitats forestiers indigènes menacés sur l'île. Par son action, son exemple, Gary a fait de la restauration des forêts une priorité provinciale et le gouvernement de l'île du Prince-Édouard a renouvelé en 2017 l'accord décennal sur les terres publiques conclu avec EcoPI. Plus de 800 hectares de forêts publiques seront restaurés dans le cadre de cet accord. En plus d'organiser des visites et des ateliers éducatifs, Gary a mis au point un cours d'écologie forestière sur le terrain pour l'Université du Nouveau-Brunswick. Il a été reconnu et récompensé pour de nombreuses reprises pour son approche innovante, mais il a récemment reçu l'ordre de l'île du Prince-Édouard de 2022 et le prix d'inspiration pour la nature 2020 décerné par le Musée canadien de la nature. Donc, je cède maintenant la parole à Gary. À toi, Gary. Merci tout le monde de prendre le temps de m'écouter. Je n'ai pas un script à suivre, mais vous pouvez m'interrompre. Et c'est quelque chose qui n'est pas clair, dites-le moi tout de suite et on va tenter de répondre à vos questions. Mon but est de vous amener à avoir une meilleure compréhension de pourquoi et comment nous l'utilisons et comment les propager. Je parle des arbres, évidemment.
Donc, sentez-vous à l'aise de m'interrompre et de poser des questions. Mon intérêt dans ce sujet particulier vient de l'idée que si nous ne le faisons pas, qui va le faire? Donc, il y a beaucoup de problèmes, la pauvreté mondiale, l'injustice, le climat, changement climatique. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devrions pas travailler là-dessus, mais il est difficile de voir des résultats immédiats. Vous travaillez fort là-dessus, vous devriez prendre des résultats à long terme, mais on ne voit pas ces résultats immédiatement. Et la biodiversité, on peut en fait faire une différence très rapidement là-dessus. Par exemple, à l'île du Prince-Édouard, c'est on a vu les résultats de notre travail et de faire la propagation de certaines plantes. Et tout d'un coup, plutôt que d'être rares, elles deviennent relativement communes. Donc, quand on a commencé en 1991, on avait 6 conifères, quelques bois francs, quelques buissons, et c'est à peu près tout. Et la réponse aux questions au sujet de l'amélioration de la biodiversité était toujours on ne peut pas faire ça. Mais une fois qu'on a commencé à développer des arbres et des buissons et des fougères, et le groupe des bassins versants est venu nous voir, cherchant des sources de matériel. Et ce processus a commencé, c'est ce qui est maintenant fait qu'on a plusieurs espèces d'arbres, de, buissons et de fleurs sauvages, mais c'est vraiment parce que les gens nous l'ont demandé. Et on a toujours un rôle à jouer en termes de biodiversité dans nos provinces. Donc, je vais vous présenter mes diapositives. J'espère que ça va vous intéresser. Et si je peux maintenant trouver moyen de... Voilà. Donc, voici ce que nous faisons. Nous avons des semences, nous les nettoyons, nous les préparons et quand je vais vous enseigner, vous allez peut-être en reconnaître quelques-unes, mais par exemple le gland, ensuite des arbres, l'érable, probablement le bouleau blanc. Voici la Bible des gens qui cherchent des informations sur comment développer des arbres indigènes à partir de semences. Henry Knock est un homme qui est mort il y a quelques années, mais c'est un très bon livre qui est toujours disponible et qui contient énormément d'informations sur la propagation des plantes. McPhail Woods est un endroit pour commencer où McPhailWood.org, il y a plusieurs publications que nous avons faites récemment, des informations sur les plantes indigènes, sont faites pour les groupes de bassins versants de l'île du Prince-Édouard. Nous avons commencé avec cette petite pépinière de 40 pieds par 40 pieds. Et maintenant, nous avons à peu près 4 acres, plus une zone ombragée. Nous avons toutes sortes de plantes, toutes sortes de tailles. Je ne dis pas que vous devez avoir des gros érables à sucre comme celui-là, mais regardez les racines sur cet arbre. On a beaucoup c'est toujours les racines qui sont les plus importantes parce que si vous regardez cet érable, il y a beaucoup c'est peut-être 200 livres à peu près, qui est très difficile à soulever, mais comme toutes les plantes, vous avez un système de racines. Plus vos racines sont développées, plus vous aurez succès.
Et par exemple, on a certains des plantes qui sont de 12 pieds, qui peuvent faire qui n'ont pas beaucoup de racines, mais quand vous les sortiez, si vous ne les traitez pas comme ils devraient être traités auparavant, qui ont beaucoup de nutriments et beaucoup d'eau, sinon, vous n'aurez pas le succès que vous espériez. On se fie beaucoup aux fumier pour améliorer, mais on se sert aussi de plantes de couverture, par exemple, pour sortir des nutriments, mais aussi pour étouffer les mauvaises herbes. Par exemple, on utilise plutôt qu'éviter d'avoir à enlever, déraciner les mauvaises herbes. Ici, on a une serre et qu'on peut utiliser. On aurait besoin d'une ou deux de plus, mais notre projet a été créé de façon à ce que ce soit un bon exemple pour les groupes de bassins versants qui peuvent venir et faire pousser beaucoup de plantes sans beaucoup de couverture. Nous avons commencé à faire grandir les choses. Si on regardait à l'extérieur de ces pots, ils ont des trous et ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent les racines sortir de façon à plutôt que de chercher à avoir des pots d'un gallon, par exemple, avec un arbre. On trouve que on peut mieux circuler et ces racines ont tendance à faire pousser la plante et donne une masse de racines compactes. Par exemple, pour un chêne rouge, il y a une plus grande chance de succès. Voici un autre genre de pot et on a beaucoup de racines à l'intérieur. Ça, je pense, c'est un frêne noir. Voici un autre sac pour racines, une sorte d'enveloppe. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez transplanter beaucoup plus tard dans la saison. On faisait beaucoup de transplantation à racines nues, mais plus vous avez de racines, plus tard vous pouvez intervenir dans la saison. Ce qui limite le stress quand quand il n'y a pas suffisamment de racines et d'eau. Ici, avoir des matières organiques dans le sol, mais aussi avoir des fungus. Par exemple, on a ici des plantes qui... Donc, voici ce dont nous allons parler aujourd'hui et je n'ai pas pu comment le diviser différemment. Donc, voici ce que j'ai. Nous allons parler des fruits, des graines secs, des stratifications des noix, ensuite les boutures, les cornes et les bulbes, les fougères et les transplantations. Puis il y a une sorte de propagation qui peut être très importante. Avant de commencer, j'aimerais parler un peu de... Au début, l'honorable moisson s'applique et je pense que c'est important. Les choses Qu'est-ce qui arrive maintenant qu'on essaie de maximiser les espèces ou collecter? On veut tout prendre parce que ça veut dire qu'on aura plus de plantes, mais elle a des règles en place où elle parle de demander la permission et de jamais prendre les premières, ne jamais prendre les dernières, mais de minimiser les dommages que vous pouvez créer. Laissez-en pour les autres. Utilisez tout ce que vous prenez. Ne prenez seulement que ce qui vous est donné. Partagez comme la Terre l'a partagé avec vous. Soyez reconnaissants, réciproquez le don et soutenez ceux qui vous supportent et la Terre durera pour toujours. Et ça veut vraiment dire, ne soyez pas cupides. Nous sommes dans une relation avec la Terre. Et si nous arrivons avec de mauvaises intentions, où nous allons tout prendre et ne rien laisser, nous avons qu'empirer les choses.
Alors que si nous faisons une moisson honorable, vous pouvez remettre les choses en place et améliorer les choses. Alors, regardons les semences humides, donc les fruits. Par exemple, les fruits, j'ai essayé de trouver une façon de montrer différents domaines. Ce sont des, des, euh, des semences de houx et en général, quand on parle de fruits, on doit les écraser. Et les gens ont souvent dit comment je m'amusais à avoir des fruits que je les écrase dans mes mains. Et même quand j'étais très jeune, j'aimais écraser. Ça me donnait de la joie de les écraser et de voir les graines et d'être très curieux de les voir. Donc, on utilise toutes sortes de tamis, mais pour laisser le fruit sortir, de façon à ce que quand je vais à Value Village ou à d'autres endroits, j'achète tout ce que je peux trouver qui sont des tamis. Et nous essayons de faire que les semences soient le plus propres possible. Donc, on va continuer à les laver avec de l'eau et on le fait normalement dans un grand bac d'eau. Les fruits flottent au-dessus et en dessous, vous avez beaucoup de semences ou de graines. Donc, ces cerises à grappes sont faciles à faire pousser ici, qui ont beaucoup de fruits chaque année, faciles à récolter. Et voici ce on obtient. Donc, on a nettoyé ces fruits, on les a plantés directement et normalement, on les plante directement le plus densément possible, de façon à ce que ces cerises seront prêtes peut-être en fin d'été, début septembre. On va les collecter, les nettoyer et les replanter immédiatement pour qu'elles ressortent le printemps prochain. On avait de 500 à 1000 semis dans une surface d'environ 10 par 12. Donc, vous pouvez vraiment produire énormément de plantes qui sont un peu plus vieilles ici. Et à ce stade, on les transplante. Donc, il est difficile de prendre une petite plante comme ça en terrain ouvert, mais on peut les déplacer et leur donner un peu plus d'espace, peut-être d'avoir 2 pouces jusqu'à 6 pouces. Ça, c'est euh, c'est un de nos plus beaux arbustes que nous ayons. Beaucoup de feuilles colorées à l'automne, de beaux fruits. Et encore là, on va les collecter quand ils seront prêts. Ils sont prêts à la récolte vers la fin de septembre, début octobre, avant que les oiseaux les attrapent. Donc, ils sont faciles à propager. Ils sont deux petits différentes. Certaines des plantes indigènes prennent 2 ans de germination. Donc, on va les planter à l'automne et mettre un paillis épais dessus. Et pas le premier printemps, mais le deuxième printemps, elles vont germer. Et quand vous le savez, vous pouvez prévoir et ça prend un peu plus de temps, c'est tout. Voici de quoi ont l'air les graines. Je me rappelle avoir parlé à quelqu'un qui était surpris qu'on avait des trilles chez nous. Et j'ai dit, ils sont très faciles à faire pousser. J'ai dit, on ramasse les semences et on les plante et ils grandissent. Donc, beaucoup de choses qu'on pense qui sont rares ne sont pas vraiment rares, mais elles sont parce que on a enlevé tout leur habitat. Donc, voici les fruits d'un treillis et chacune
aurait entre 50 à 75 graines à l'intérieur. C'est du Clintonia. Je sais que la plupart des groupes mettent l'accent sur les arbres et les arbustes, mais je peux vous dire que les fleurs sauvages et les fougères sont tellement importantes à améliorer l'environnement pour les arbres. Donc, quand on a commencé, je ne pense pas qu'on aurait des fleurs, mais on en a beaucoup maintenant. Ça, ce sont des plantes qu'on prend souvent on comprend pour des sabots de la Vierge. Mais encore là, on les ramasse. On ramasse les graines, on les plante et on les laisse pendant 1 an parce qu'elles développent lentement. Ensuite, on les transplante. Et dans un plate-bande comme ça, on aura une centaine de plants. Ça, c'est quelque chose qu'on a commencé il y a quelques ans. C'est une plante qui s'appelle slushberry. On en a quelques-unes à l'île du Prince-Édouard où ça se trouve, mais c'est vraiment une plante qui est très jolie. Et j'en ai collecté dans le nord-ouest de l'île et j'en ai mis peut-être 75 à 80 semences. Et ensuite, j'ai commencé à lire et j'ai lu 2 documents qui disaient « Essayez pas de les propager parce que c'est à peu près impossible. » Donc, j'étais plutôt déprimé après tout ce travail, mais on avait peut-être 80 de germination et on a continué. Donc, c'était pas juste une fois. Donc, souvent, ce que j'essaie de faire, c'est d'encourager les gens à faire des essais. Et si les gens disent c'est pas possible, il y a des choses que vous pouvez faire quand même. Et vous trouvez une façon de le faire. Et si j'avais seulement arrêté après avoir lu ces articles, j'aurais jamais essayé. Une autre plante qu'on a vue, c'est la sarracini. C'est une plante carnivore. Ces petites feuilles rouges sont des petits bébés. Encore une fois, il y a des tonnes d'autres fruits, mais je voulais vous montrer un échantillon de ce que vous pouvez faire. Donc, pensez aux semences sèches, elles sont plus faciles à gérer. Donc, ici, ce sont des frênes jaunes, des bouleaux, pardon. Ici, on voit ce qui sépare la semence de ce qui les tient ensemble. Les plantes qui s'appellent Virtus, c'est un peu étrange. Ils ont besoin de lumière pour germer. Donc, on en met un peu sur le sol, mais il faut faire plus attention pour qu'il soit mouillé, humide. Donc, on synchronise ça sur le diamètre de la semence, 2 fois sur l'épaisseur. On peut les mettre un paillis, donc pour pas s'en préoccuper autant. On les arrose 2 fois par jour en général si on peut. J'adore cette diapositive. Il y a tellement de vie ici parce qu'il y a 50 à 100 bouleaux jaunes qui pourraient croître jusqu'à 400 à 500 ans si on les traite bien. Et c'est la température, bien sûr. Et là, on voit donc les semences ici. Et c'est des feuilles bébés, donc de ces bouleaux jaunes. Ici, c'est une autre plante qu'on a commencé
à faire pousser parce qu'elle est rare surtout, mais elle est vraiment magnifique. Ça s'appelle Bog Birch, donc un type de bouleau. C'est le plus petit qu'on a. On a les jaunes, les gris, les blanches. Ici, c'est des formes strobiles. C'est pas vraiment des cônes parce que c'est pas une structure qui reste ensemble. Il y a de 60 à 70 graines dans chacune de celles-ci. Donc, sur une petite plante, celle-ci a environ 4 ans, on peut avoir des centaines ou peut-être des milliers de graines de cette plante. Hemlock, c'est une autre plante qu'on fait croître souvent. Les écureuils les font tomber des grands arbres. C'est difficile habituellement si c'est à moins que ce soit sur des branches plus bas, elles sont difficiles à collecter parce que c'est assez haut. Mais quand il y a des écureuils, ils font tomber des cônes donc on attend, c'est des pruches, en fait, on attend qu'ils sèchent et on prend les graines dans les cônes. Ici, c'est des érables à sucre. C'est intéressant encore une fois parce que une de ces zones de semences est toujours infertile. Vous voyez, il y en a un qui est bombé, l'autre pas. Donc, généralement, on a un érable de chaque. Et ce qui arrive, c'est comme avec les samarins, les semences vont tourner mieux. C'est à une différence de poids. Donc, ça va plus loin. Donc, c'est ce qu'on collecte ici. On essaie de ne pas trop les assécher. On les assèche quand ils commencent à sécher en soi. Donc, quand c'est brun ici et la graine est encore verte. On les plante ensuite à l'automne. Ça, c'est une grande histoire de succès. Ce sont des violettes jaunes. C'est vraiment une très belle plante. Pour améliorer la biodiversité sur le terrain, c'est très utile, ces magnifiques plantes. Voici ici les grappes de semences. Vous voyez ici, il y a 35 à 50 semences dans cette grappe. On les laisse sécher, on les ouvre et on les plante. On les prépare pour une très rare plante, une des plus rares à l'île du Prince-Édouard. Elles sont maintenant devenues presque une mauvaise herbe dans notre pépinière. Je dis pas ça parce que c'est négatif, j'adore les avoir. Mais ça m'a enseigné quelque chose parce qu'elles sont rares, difficiles à faire croître. À l'île du Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick, je pense que les plantes sont devenues rares parce on les a fait disparaître leur habitat. Ça, c'est la plante qui aime les papillons monarques, la splépiade. Donc, il y a plein de graines aussi. Alors, ça n'en prend pas une tonne pour faire augmenter la population dans une zone. Au printemps, souvent les gens m'écrivent un courriel et me disent, on en a acheté oui, il y a déjà des papillons monarques qui reviennent et c'est magnifique de voir à quel point ça se passe rapidement. Ici, cette plante, c'est du hamamélis. Je ne sais pas si vous travaillez avec ça. Moi, j'ai fait croître ça parce que c'était pendant le passé très rare à l'île du Prince-Édouard. Mais maintenant, j'en parle même plus du fait que c'est rare. Il y en a davantage. Il y a des fleurs à l'automne, à l'époque, au moment où il n'y a rien d'autre qui est coloré pour les fleurs. Voici les fruits.
Fin septembre, octobre, encore une fois pour ça. On collecte les fruits, on les met dans un sac de papier et il y a une régulation thermique parce que quand ils sèchent, les graines sortent très loin, ils vont jusqu'à 20 pieds plus loin. Donc, on le fait dans une zone contrôlée. Il y en a que ça prend jusqu'à 2 ans à germer. Voici une autre de ces plants. Donc, ça s'appelle Ironwood. Encore rare dans le passé parce qu'on n'avait pas assez de semences, mais maintenant, on collecte des semences, on les fait croître nous-mêmes et c'est beaucoup plus facile. Notre nom pour ça, c'est Hopcorn Bean. Les grappes de graines ont l'air comme des haricots en grappe. Et c'est magnifique d'utiliser cet arbre pour la restauration et le paysage, l'aménagement paysager. On fait beaucoup de semences directement. Donc, on fait l'orme rouge, le chêne rouge. Il y en a très peu et c'est gênant à quel point il y en a peu. On essaie de changer, donc on collecte les glandes sur l'arbre si on peut ou tout de suite après qu'elle tombe. Si on attend trop longtemps, les écureuils vont les attraper. Donc, si on peut, on les met directement dans la terre. Un scénario en la semaine, on a pris donc une épinette blanche. On a mis donc du chêne autour, chêne rouge. Vous voyez les feuilles rouges. C'est très facile de faire croître de bonnes plantes. Les racines vont directement où elles vont aller sans besoin d'être taillées. Ce sont des arbres structurellement très forts. Je pense pas que s'il y a une tempête comme Fiona, ils vont être endommagés. Et ils peuvent croître dans l'ombre, mais ils deviennent longs, hauts plutôt que trapus, donc à cause de ça. Voici une zone où on les met. On fait une coupe pour les patchs à la hauteur des arbres. Donc, si vous mettez, il faut calculer le diamètre, donc 50 pieds, et il faut mettre les glands ici pour les faire croître. Il y a les noyers centrés qui fonctionnent bien ici. Je travaillais avec une coop sylviculture et quand où il y avait des bouleaux jaunes, on travaillait sur ça et quand ils retournaient, on avait des centaines. On donc peut les planter directement. S'il y a des branches plus basses avec des graines, on la laisse sécher et au printemps, c'est le meilleur moment de le faire. Donc, on les met un peu partout, juste sur le sol de la forêt. Et si on a 100% de germination, c'est bien correct. Ça coûte presque rien de collecter ces semences. C'est très peu de travail de les préparer et de les placer donc un peu partout dans les bois. Une autre chose qu'on fait avec les noix,
surtout, c'est qu'on les met dans des plates-bandes de stratification. Désolée, je n'ai pas de photo de ça, mais c'est une boîte en bois 4 par 4 pieds, hauteur de 8 pouces. Il y a un écran au bas pour que les souris n'entrent pas. Il y a du contreplaqué sur le dessus pour que l'eau ne rentre pas. On met environ 50% de graines et 50% de compost, de terre végétale. Et donc, l'eau, il reste pris. Donc, quand on les prend dans nos mains et on les écrase, on doit sentir l'humidité. Mais il ne devrait pas y avoir d'eau qui coule de nos mains. On nettoie tout. Celle-ci, on aurait attendu que la couverture sèche pour les enlever. Et au printemps, ils vont avoir l'air de ça. Donc, ensuite, on peut planter des plants individuels qu'on sait fertiles, soit dans des plates bandes de pépinière ou directement dans les bois. Beech américain, si on peut trouver assez de graines, nous, on a eu un peu de difficulté avec celui-là. Mais maintenant, vous savez lesquels sont fertiles, lesquels qui vous porteront bonne chance. On va les planter avant que les racines deviennent trop longues. Donc, un demi-pouce jusqu'à un pouce, ou même un quart de pouce, un demi-pouce. Donc, je vous donne 35 ans d'expérience ici. Je sais que je vais trop vite sur certaines choses, mais une des choses que je voulais discuter, c'était des coupes de racines et de tiges. C'est une bonne façon d'avoir beaucoup de plantes. On fait croître des clones avec ça. Donc, peu importe la plante sur laquelle on la prend, c'est les caractéristiques qu'on va voir sur donc les petits plants qui vont pousser. Donc, si on coupe du bois dur, donc du bois sans feuilles en saison tourmente, on le ferait à ce temps-ci de l'année ou un peu plus tôt. Donc, et on fait la coupe en angle en haut d'un bourgeon, pas trop proche. Ici, il est assez proche au centre, mais ici, c'est plat. On veut donc le couper en angle pour faire sortir un peu plus d'eau et pour que celui du bas soit plat aussi, pour jamais le tourner à l'envers. On veut que ça pousse euh, donc vers le haut, vers sa hauteur. On veut que ce soit l'épaisseur d'un crayon de 6 à 10 pouces de long pour le bois dur. Si vous faites des coupes de bois vert en été, ça doit être un peu plus court, 4 à 6 pouces. On coupe certaines des feuilles, généralement, à l'exception de celles sur le dessus, et on les coupe pour pas qu'il y ait trop de surface. Pour celles de l'hiver, elles se nourrissent des nutriments dans la tige. C'est pour ça que c'est plus long. Mais à l'été, c'est la photosynthèse. Ils créent leurs propres nutriments, donc c'est plus court. Mais on coupe toujours juste en haut d'un bourgeon. Pour les coupes d'hiver, il y a plusieurs façons de faire. On peut le mettre dans la terre ou dans le frigo avec un essuie-tout mouillé autour. Donc, ça a l'air de ça. Souvent, on les fait en paquets de 50, quelque chose qu'on peut compter facilement. Ici, je crois que c'est des paquets de 10 si on les garde séparés. Donc, les saules, c'est une grande famille. Si on veut que ce soit spécifique, on les garde séparés. Et celui à gauche,
c'est donc du chêne rouge. Alors, encore une fois, c'est bien de ne pas mélanger les choses. Ensuite, les racines vont sortir de ce cale et on veut les mettre dans un pot. Et une fois que les racines commencent à sortir, vous allez transplanter et vous allez avoir de très bons résultats. Je dirais que 90 sinon plus, et ça vaut vraiment le temps à investir. Si vous faites des coupes en été, vous allez les mettre dans une serre ou un abri quelconque pour que soient protégés parce qu'on ne peut pas les laisser au soleil, mais encore là, on va avoir de très bons résultats avec ça. Beaucoup d'informations là-dessus sur notre site Web à ce sujet et pour différentes espèces. Je recommanderais que vous regardiez de plus près. parce que C'est une bonne façon d'avoir des centaines de plantes de cette façon. Voici un aune commun. À l'automne, on va cueillir, sortir des morceaux de 6 pouces et les planter directement. Parce que pour le sureau, vous n'avez pas besoin d'hormones. C'est une des espèces qui n'en a pas besoin. Donc, le sureau, on fait simplement les planter et au printemps, ils vont commencer à faire des racines. Et sur cette diapo, on va en parler. Mais encore là, vous pouvez avoir des plantes utiles en 1 an. Beaucoup d'autres plantes que vous pouvez utiliser. Ça, c'est un genévrier. Toutes les vignes sont très bien. Ça, c'est de Virginie et elles sont très faciles à faire pousser. On fait aussi des boutures de racines, ce qui demande un peu plus de travail parce qu'il faut les déterrer. Mais c'est une aune commune qu'on transplante. On a beaucoup de racines là-dessus et on a pris un morceau de racine d'à peu près de 3 pouces de long et on les a mis au sol. Et au printemps, ils commencent à sortir. Et voici une nouvelle plante qui apparaît. C'est de ça que ça aurait l'air quand on a coupé en dessous et ensuite, c'est sort du sol comme ça. Le sumac est une très bonne façon. Et si vous avez planté, il y en a beaucoup de racines autour. Donc, vous pouvez prendre ces racines et encore là, tout simplement les mettre 3-4 pouces, les mettre à plat sur le sol, les couvrir de sol, de 3-4 pouces de sol, et vous avez des nouvelles plantes qui sortent. Et c'est beaucoup plus facile que les racines, parce que les racines prennent énormément de temps à germer. Ça peut prendre jusqu'à 20 ans pour briser la coquille autour de ces semences. Les églantines, vous pouvez les faire de boutures ou de boutures de racines ou de tiges. Vous pouvez prendre des racines, sont très faciles à faire pousser. Les bayberries sont très faciles à faire grandir, à faire pousser à partir de boutures, de racines. Quand j'ai commencé, je voulais faire pousser j'ai ramassé les fruits qui avaient une couverture cireuse. C'est avec ça qu'on fait des chandelles, d'ailleurs. Mais vous utilisez un peu de cette cire que vous mélangez avec de la cire ordinaire et ça vous donne l'odeur du fruit. Ça vous donne cette odeur. Et je les enlevais avec un couteau. Le temps que ça prenait pour
gratter la cire de ces baies. Et si on ne fait pas ça, les vont pouvoir germer. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que je pouvais les mettre dans un tamis et pouvais peut-être enlever 50 en 2 minutes et les mettre complètement nettoyés. Donc, toutes ces choses, avec le temps, on découvre des trucs et vous pouvez utiliser une chose, mais ça prend beaucoup de temps. Mais j'avais trouvé une bonne façon de faire les choses. Beaucoup de ces choses sont très faciles à ce moment-là. Les cornes et les bulbes. Ça, c'est des noix de terre. Je ne sais pas si ça vient, c'est indigène ou si c'est amené par les Micmacs, mais c'est une très belle plante. C'est une des plantes qui remplace les pommes de terre. C'est très facile très difficile à domestiquer, mais vous pouvez obtenir des tubercules comme ça de bonne grosseur. Donc, encore là, quand on ramasse ces plantes, vous allez peut-être commencer avec un petit bulbe comme celui-là, et comme les pommes de terre, vous en avez 16 à 20 autour qui se répandent autour. Des petits prêcheurs que vous voyez ici, assez facile à collecter les semences. Il y en a qui ont de mauvaises réactions. J'ai jamais eu de problème avec. Mais il y a des gens qui sont allergiques à ces choses. Mais qui est plus facile encore, c'est quand ils commencent à former des bulbilles. Donc, d'une plante, vous avez un bulbe et vous en avez plusieurs et qui sont attachés autour. Donc, peut-être de 10 à 12 à partir de 1. C'est une très facile d'augmenter votre nombre de choses. Les encolis sont c'est une très belle petite plante. C'est une belle plante sauvage et ça se trouve aussi au Nouveau-Brunswick. Et vous pouvez les faire grandir à partir de petites graines, mais il y a aussi ces petites bulbes sur le sol que vous pouvez utiliser. Vous pouvez les prendre et elles sortent très tôt au printemps et ils meurent très rapidement aussi, mais vous pouvez les collecter et avoir entre 15 à 25 nouvelles plantes à partir d'une seule. Et si vous voulez déterrer et les séparer et les planter individuellement. Une autre chose qui fonctionne, donc ces plantes ont peut-être de 3, ensuite vous en avez 30, ensuite vous avez des centaines. Vous pouvez facilement les transplanter pour en avoir plusieurs. Et voici comment vous avez, à partir de tiges, mais c'est beau, s'ils sont bien nettoyés, et c'est une sorte de radis ou un concombre, mais j'ai jamais eu j'en ai jamais eu assez pour en faire, mais il y en a beaucoup dans les bois. Encore là, si vous en avez vous pouvez les séparer et partir de nouvelles plantes avec. C'est une façon d'augmenter leur nombre, qui sont assez difficiles à faire pousser à partir des semences. La plupart des gens ont peur de faire grandir des fougères, mais je pense qu'ils ont de bonnes raisons d'avoir peur, parce que c'est une des choses les plus satisfaisantes à McPhailwood. J'ai perdu ma peur de le faire parce que les fougères ne produisent des spores et non pas des semences, et les spores
sont tout à fait différentes façons de fonctionner. Donc, c'est la fougère cannelle. Et si vous allez tomber en amour avec les fougères parce que elles sont, parce qu'il y a peut-être une trentaine d'espèces dans notre région, elles ont toutes quelque chose d'intéressant en particulier. Certains ont des choses, par exemple, certaines ont des spores à l'envers des feuilles. Ça, c'est qui pousse jusqu'à 4 pieds de hauteur et très, très belle fougère, très facile à utiliser. Encore là, une des plantes les plus rares sur l'île. Ça, c'est la fougère. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle mayo, mais ça se trouve sur 2 propriétés dans toute la province. Ça, c'est la fougère royale. Encore là, une belle fougère, belle plante. Nous collectons les spores et certaines sont comme pour la fougère cannelle, c'est qu'on collectons les spores, les mettons dans une enveloppe et ensuite nous les utilisons comme ça. Celles qui ont des spores à l'envers, à l'endos, c'est que nous les mettons sur un papier. Et quand vous les collectez au bon moment, quand elles commencent à brunir, elles vont laisser tomber les spores immédiatement et dès le lendemain, vous aurez quelque chose. Et c'est ici que ça devient bizarre. Les spores ne germent pas dans la plante. Les germes plantent dans une gamète, ces petites formes de cœur, ces petites plantules en forme de cœur. Et leur cycle de vie est, il y a une partie mâle, une partie femelle sur la même, mais doit être fertilisé. Le mâle doit fertiliser la partie femelle. Et ensuite, j'avais de jeunes femelles. Mais c'est pas aussi facile que... Non. Nous le faisons de façon différente, dans des conditions très stériles, parce que, par exemple, plusieurs autres feux, mais les spores sont toujours dans l'air autour. Donc, on commence avec un sol qui est chauffé dans un four. Beaucoup d'informations là-dessus sur notre site web, mais juste un aperçu. Si elles ne sont pas propres, vous allez avoir... La première fois que j'avais eu beaucoup je me suis dit, j'avais beaucoup de fougères parce qu'il y avait beaucoup qui sortaient, mais c'était de la mousse. La fois suivante, j'ai fait plus attention, j'ai mieux réussi. Mais on a des milliers et des milliers de fougères sur l'île du Prince-Édouard. Et encore là, ça revient à la même chose en termes de biodiversité. Si on ne le fait pas nous-mêmes, qui va le faire? Et c'est vraiment pas très compliqué. J'ai pas eu de problème en formation. Je vais juste dire comment c'était de faire des erreurs. Généralement pas compliqué. Voici ce qui complique les choses ici quand on voit des petites fougères. Quand on parle de jeunes fougères, ils seraient transplantés dans des plateaux ou en pleine terre. Voici de quoi ça a l'air au début. On a 3 ou 4 plantes ensemble ici. C'est très difficile de les séparer ici. Ça ne veut pas dire que tout le monde devrait faire pousser des fougères, mais je pense que c'est une très belle chose à faire. Et on a beaucoup de satisfaction à les voir pousser.
Et comment avoir 500 dans cette plate-bande, peut-être où il y en avait seulement 50 sur toute l'île. Ça a changé toute la population des fougères sur l'île. Je veux maintenant parler un peu de la transplantation en se rappelant la partie honorable. C'est pas comme si vous allez quelque part et comment est-ce qu'on peut extraire d'ici. Je m'inquiète toujours des gens qui vont aller dans une région, qui vont essayer de dévaster un endroit pour essayer d'en réparer un autre. On a des endroits où il y a des milliers, si pas des 10 000 de semis où il y en avait à peine quelques-uns auparavant. Donc, quand vous regardez ici, sur 2 pieds carrés, vous avez peut-être 25 arbres qui vont peut-être, il y a seulement de la place pour peut-être un. Donc, tant que je n'ai pas à prendre une pelle et enlever et m'inquiéter que je vais avoir un impact sur les systèmes des autres, les racines des autres arbres, je vais tout simplement prendre ma main et pour une journée humide, vous pouvez les sortir à la main et vous avez des résultats remarquables. Chaque année, on a des érables rouges, des érables à sucre, toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement de les laisser là. Par exemple, l'érable à sucre, le long des ruisseaux, on peut avoir des milliers et ils ne peuvent pas grandir parce qu'ils n'ont pas assez d'espace ou d'humidité. Mais si on les amène, ils n'ont plus d'espace, elles vont très, très bien se tirer d'affaire. Donc, d'abord qu'on n'arrive pas avec une pelle pour déplacer le sol, vous pouvez avoir de très bons résultats. Parce que où je travaille après de Charlottetown, où je demeure, je suis allé là un jour et il y avait la route était trop large. Je ne sais pas pourquoi il avait coupé trop large comme ça pour faire cette route, mais parce qu'il voulait avoir de l'équipement. Mais je suis allé là, il y avait des milliers d'érables rouges qui poussaient et il n'y avait pas assez de place pour tous ces arbres. Donc, on avait 500 une année, 6 ou 700 l'année suivante. Mais avoir 1000 arbres comme ça d'une espèce, c'est une grande chose, c'est important. Ça, c'est de bouleau jaune qui sort après avoir la terre a été dérangée et ils peuvent être mieux utilisés ailleurs. Peut-être de la place pour une. Donc, c'est d'enlever les autres délicatement. Ça, c'est ce groupe d'arbres, je pense qu'on a transplanté 5 de ces endroits, de ces plantes. On a eu des centaines qui sont sorties de ces 5 plantes originales. Et ça se transplante très, très facilement d'un endroit à l'autre. Et c'est très facile à transplanter. L'anémone du Canada est très belle. C'est une belle plante indigène sur l'île et elles ont commencé à s'étendre. Et donc, comme plusieurs choses, nous avons l'année suivante, il y en a 12, ensuite il y en a 40 ou 250. Donc, pas de problème à en prendre. Et ça, c'est la fougère autruche qui n'est pas très facile à propager. Mais il y a une nouvelle plante qui ressort chaque fois. Et ma description, c'est que vous en mettez une, j'en avais 3. Si vous en mettez 3 en place, l'année suivante, vous en avez 5, ensuite 25 et ensuite 200 très rapidement. Donc, on ne les met pas de sport, on fait tout simplement les planter quelque part et elles vont se reproduire toutes seules.
Il y a tellement de choses à parler ici. On a beaucoup d'informations sur notre site web. Donc, si vous voulez, je vais vous raconter. Mais peut-être plus utile de répondre à vos questions. Donc, j'apprécie que vous ayez pris le temps d'apprendre ces choses. Et je pense que ce n'est pas compliqué. On a tous un but. Mais ce que je vais faire, c'est à vous. Donc, nous avons fait les mêmes choses à Parc Canada. Donc, quand j'ai pu commencer, ce n'était pas possible. Donc, après un certain temps, vous pouvez. Et j'ai toujours cru que est-ce que je suis un bon modèle? Je pourrais faire du jardinage, mais je n'ai pas été formé pour l'horticulture. Mais si je peux faire pousser toutes ces choses, il est très probable que vous pouvez le faire aussi et peut-être faire un meilleur travail que moi. Et une chose qu'on a essayé de faire, c'est de partager nos informations. Donc, ce n'est pas comme on veut être des maîtres des dernières choses, mais je vous recommande que tout le monde fasse des choses eux-mêmes parce que c'est ce que je veux faire. Je veux voir de plus en plus dans l'écosystème et pas juste avoir des plantes dans un écosystème, mais aussi avoir des plantes. Mais c'est notre message. On veut s'assurer qu'il y a des sources pour les semences en place parce que quand la nature doit se guérir après un événement comme Fiona, les semences sont là. On peut donc patiemment attendre pour la nature pour faire son travail si on a accès à ça. Alors, c'est tout pour moi. Je suis heureux de répondre à des questions. Maintenant, s'il y a quoi que ce soit que vous n'avez pas compris, vous pouvez me le dire. Merci beaucoup, Gary, pour cette incroyable présentation. On peut prendre les questions soit dans la boîte de clavardage. Je sais qu'il y en a. Gary y a répondu durant la présentation déjà, ou vous pouvez lever votre main virtuelle. Dans la langue de boîte choix. Donc, oui, bien se poser des questions. We have one question in the Donc, chat. on a une question déjà dans la boîte de clavardage pour vous. Est-ce que vous recommandez de cultiver des graines dans un endroit à l'abri des cervidés? Est-ce qu'il y a des espèces qui résistent particulièrement bien aux cervidés, donc aux cerfs? Donc, est-ce que j'ai manqué quelque chose? Je devrais voir le chat. Donc, des endroits qui n'ont pas beaucoup d'eau. C'est la question la plus récente. Ah, OK, des cerfs, d'accord. Donc, oui, c'est une très bonne idée, mais je ne sais pas comment trouver ça. Nous, on n'en a pas, c'est pas un problème pour nous. On a certaines choses avec lesquelles on doit gérer, mais pas les cerfs. Donc, il faut bien clôturer ça si vous faites ça, parce que si vous avez passé beaucoup de temps à collecter les graines, à les faire croître, les planter, on ne veut pas que les cerfs les mangent. Donc, oui, une protection, clôture serait bien important. Est-ce que tu veux que je regarde les questions une à une? Si c'est plus facile pour vous de les lire, d'y répondre, oui. Donc, si j'ai manqué quelque chose, on me demande. Donc, Philippe me demande si j'ai eu de la chance avec des boutures de, de fer, bois de fer. Moi, j'ai pas eu de chance avec ça. Donc, plus une plante est dure, le plus c'est difficile à propager. Donc, je ferais quelque chose avec ça. Je prendrais des hormones, hein, et je continuerai à les sprayer continuellement toutes les couples de minutes, mais je peux les faire croître à partir des graines facilement. Donc, je n'utilise pas les boutures. Donc,
avec quoi on peut faire des hormones de croissance, on me demande. Donc, avec des branches de saule, on peut le faire. On utilise des hormones pour certaines espèces. Je l'ai pas fait cette année. Pour certaines espèces, c'est facile. Pour les saules, pour certains autres, on utilise du raisin sauvage, mais des choses avec le bois plus dur. On n'essaiera même pas de faire des boutures. On va commencer directement avec les semences, les graines. Donc, j'espère que je réponds à vos questions. Des bonnes questions. Donc, on ramasse des semis dans la forêt. Dans quoi on peut les placer jusqu'à ce qu'on arrive à la maison? Nous, on utilise le zoster. Ça fonctionne très bien. Ça garde la moisissure. Donc, on prend du zoster très mouillé. Je le bouge dans la chaudière pour mettre des plantes pour que les racines soient toujours couvertes avec le zoster. Ça fonctionne très bien. J'ai pas trouvé de mieux que ça. Donc, quelqu'un me pose la question sur le ironwood, le bois de fer. Donc, non, j'ai pas fait ça avec les bulbes, c'est vraiment les graines. On peut en faire croître beaucoup avec les graines. C'est incroyable. Et la meilleure façon de se protéger contre les dégâts par les lapins. Moi, j'en vois pas beaucoup par les lapins, donc les lièvres, mais il y en a plus avec d'autres animaux comme des hiboux. Mais nous, ce qu'on a, et autres animaux, mais nous, on prend comme une grille qu'on fait ça à 3 pieds. On fait un cercle de 8 pouces de diamètre et on les met dans le bas, en dessous. Donc, il y a une intégrité donc dans ce matériel qu'on utilise qui s'appelle une toile de quincaillerie. Mais si on voit plus d'arbres tassés dans ces zones de protection, qu'il y en a trop. Bon, souvent avec ceux en forme de, ça peut être un problème, ceux en forme de spirale, les souris peuvent montrer dessus. Il y a certaines choses desquelles on ne se préoccupe pas, mais si je plante un érable à sucre, par exemple, quelque chose qui prend beaucoup de temps à croître, on met ces cages autour. Donc, le chêne rouge, ça peut se faire manger quand ça croît, mais éventuellement, ça dépasse. Alors, ça continue à croître. Donc, quand on peut y retourner, donc tailler où il y a les problèmes, on peut faire ça. J'ai vu ça avec les bouleaux, hein, ils se font manger, 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 mais ils continuent à croître. On en voit qui ont 200-300 ans. On se dit: «Ah, ça a été mangé». Ce qui arrive, ça se fait manger, mais soudainement, le système de racines devient de plus en plus, gros et une année, ça pousse de très gros. Il y a une année dans une pépinière, il y a des chênes qui ont, poussé de 5 à 6 pieds dans une année. Donc c'est ça qui arrive, avec les bouleaux jaunes aussi. Donc tu le regardes et tu te dis: «Doit avoir une si belle vie s'il est très gros», mais on ne sait pas, hein. Ça se peut qu'il y a eu beaucoup de dommages, donc avec des lièvres, de l'Amérique, des souris, mais ils ont survécu et ça fait un magnifique arbre en conditions parfaites plus tard.
Donc, la serre nous permet de faire propager certaines choses. On a parlé des bouleaux. J'ai parlé de la zone ombragée dans la pépinière. On fait ça, mais pas assez souvent. Mais dans une serre, on peut donc les humidifier 4 fois par jour s'il faut. Donc, les graines sont jamais sèches. Mais si je suis à l'extérieur, si j'ai autre chose à faire, si j'ai un appel, des documents à rédiger, etc., je peux moins contrôler ce qui se passe. Il y a certaines choses qui ont besoin de plus d'attention jusqu'à ce qu'on comprenne comment les faire pousser correctement. Et ensuite, ça va bien. Mais il y a des moments où il faut micro-gérer, toujours surveiller les graines. Donc, si on est dans une très petite zone, par exemple, si on a 500 semis de bouleau, donc on peut les surveiller. Donc, Lily, tu me dis si tout va bien, mais je continue à voir la liste des questions. Oui, c'est excellent. Vous répondez à toutes les questions. On a beaucoup de temps, alors il n'y a pas de pression. Alors, pour l'enseignant qui dit avoir déménagé au Nouveau-Brunswick, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec beaucoup d'écoles à l'île du Prince-Édouard. On fait de la naturalisation en milieu scolaire. Quelqu'un est venu nous voir un jour, a dit, j'ai entendu dire ce que vous faites, mais j'en ai jamais vu avant, mais je vois pourquoi les enfants, vous êtes impressionnés. Les enfants ont tellement aimé ça, c'est la chose qu'ils ont le plus aimé de toute l'année, c'est incroyable. Donc, il y a des écoles avec lesquelles on a créé des pépinières avec eux. C'est difficile à maintenir parfois parce que, à moins d'avoir un enseignant ou quelqu'un dans la communauté qui était dédié, qui fait un suivi, bon, les enseignants ont autre chose à faire et il n'y a pas de suivi. Mais je trouve ça incroyable qu'ils ont pris ces plates-bandes de pépinières et intégré ça dans tout leur curriculum. Donc, ils calculaient le volume des plates-bandes qui étaient 3 pieds par 20 pieds et grandeur de 8 pouces. Et si on les faisait grandir de 2 tiers, ce serait quoi la taille? Donc, on peut faire des affiches dans les cours d'art plastique. Est-ce qu'on peut examiner les migrations d'oiseaux pour examiner ce qui mange ça dans cet habitat? Et où ces oiseaux vivent en hiver? Donc, il y a certains oiseaux qui ont migré ici du nord et d'autres qui migrent euh, du- des endroits plus chauds au printemps. Donc, on peut enseigner sur la migration, sur la géographie. Donc, on en sait si peu sur les plantes. On a des pépinières, mais on ne sait pas comment faire croître les plantes. Et c'est super pour les enfants et pas juste pour les enfants, hein. Donc, moi, je vais collecter des plantes, je les mets dans les plates-bandes, j'attends 1 an et demi et soudainement, il y a des bébés plantes, des plantules. Mais ces plantes seront aussi des sources de semis pour l'avenir, donc des plantes qui peuvent être incroyablement rares. On en a travaillé avec 2000 à 3000, mais plantes, mais ceux-ci vont en faire croître des milliers d'autres. Donc, si vous cherchez des ressources, il y a beaucoup sur notre site web. Il y a une section qui s'appelle un site donc, qui s'appelle l'enseignant vert un site de l'Ontario. Il y a beaucoup de ressources. Vous pouvez aussi m'écrire un courriel. Je peux répondre à vos questions. Donc, la propagation du pain rouge, on collecte les semis, on les fait sécher durant l'hiver dans un endroit chaud. Elles doivent être sèches les semences et ensuite on les plante quand elles sont sèches. Donc, et il faut les arroser. Donc, pas tant que le boulot, parce que c'est sous terre.
Donc, qu'est-ce qu'on utilise comme espèce pour faire des rotations sur les terres? Nous, on utilise beaucoup le trèfle, le sarrasin. Ça donne plus de nutriments. Et on a utilisé 4 types de trèfle, donc oui, et le sarrasin, c'est surtout ça. Native, des virus indigènes, donc des plantes qui ont été cultivées artificiellement d'espaces indigènes. Quand on dit artificiellement, donc ici, vous allez voir que j'ai pas de connaissances scientifiques sur ça, mais ce sont des sélections habituellement. C'est pas manipulé génétiquement, c'est seulement des sélections. Donc, on a trouvé, par exemple, un arbre qui a des baies plus grosses et on les a fait croître à partir de ces semis-là et il y avait un meilleur rendement. Moi, j'ai pas un problème avec ça tant que quand on sélectionne pour quelque chose, par exemple, on regarde un arbre et on dit: «Ah, il est grand, il est beau et il pousse rapidement, mais peut-être il est pas bon avec nos hivers». Je sais pas pour vous, mais la semaine dernière, on avait un quart de pouce, de glace, sur nos arbres. Donc ceux qui avaient des branches, faibles, en ont perdu. Donc il y a une province qui ont, planté des épinettes de la Norvège, qui sont fantastiques en Norvège, mais ici, ils ne pouvaient pas survivre à, nos, donc tempêtes de glace. Donc quand on sélectionne quelque chose, on perd quelque chose d'autre. Peut-être qu'on pense pas à 60-100 ans dans l'avenir, hein. Donc j'ai pas un problème avec ça, mais si vous avez il faut avoir une raison pour le faire. Je jugerais pas ça juste parce que vous avez amené quelque chose d'une, pépinière, sélectionné quelque chose de différent. J'adore répondre avec, vos questions. Que pensez-vous de la plantation de nativars qui sont des espèces donc les arbres partiellement abattus par le vent sont-ils plus enclins à produire des graines pour évacuer le stress avant de périr? Donc non, ce serait fin septembre. Il y en peut-être encore des semis, mais ils en feront pas plus. Alors si on stresse un arbre, il en fera pas plus. Donc si on tue, presque un arbre, il va pas en produire d'autres. Donc ma réponse à ça serait non, mais c'est intéressant comme question. Quelqu'un mentionne à Saint John l'organisme ACAB, ACAB qui organise nombreux événements de plantation dans les écoles. Oui, hein, bien sûr, il doit y avoir d'autres groupes qui font ça. Je sais qu'il y a des groupes donc sur les bassins versants qui en ont fait plein. Donc, contactez vos groupes d'histoire naturelle locale. Il y a des gens qui aimeraient tellement ça, avoir quelqu'un leur dire: «Hey, vous êtes à la retraite, peut-être vous pouvez aider des enfants à apprendre sur certaines choses». Donc, c'est ce qu'on a fait aussi avec les oiseaux ici. On a à l'île du Prince-Édouard des passionnés d'oiseaux et qui aiment aider. Ils aiment avoir l'occasion d'aider. Moi, je me sens tout le temps comme si je dérange les gens quand je demande leur aide, mais eux, ils me disent: «Non, mais moi, j'attendais ça qu'on m'appelle sur ce sujet», donc c'est bien, de faire ça. Donc